Up next, we have Irène Mestre. Elle est chercheuse postdoctorale à l'UQO sous la direction de Jérôme Duprat. Et aujourd'hui, elle va nous parler des services écosystémiques et valeurs des forêts de l'Outaouais, l'accessibilité comme enjeu central. There we go. Just in time. Alors, c'est à vous, Irène. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment contente de me présenter aujourd'hui au colloque du CEF. Alors, ma présentation, elle vient un petit peu comme, je pense, en complémentarité des deux présentations qui viennent d'être faites. Et elle va plutôt s'attacher, on va dire, à la dimension sociale des forêts. Donc, la recherche que je vous présente aujourd'hui, elle porte sur les valeurs dans le champ des services écosystémiques. Donc, les valeurs, c'est vraiment une direction qui a été explorée plus récemment dans le champ des services écosystémiques et on va dire très largement pour vous situer un petit peu ce concept. En fait, il peut être divisé en trois grandes catégories. Donc, c'est d'une part les valeurs que les humains attribuent à des éléments ou des écosystèmes pour eux-mêmes. Donc ça, c'est ce qu'on va plutôt appeler les valeurs intrinsèques. C'est par exemple le fait qu'on peut aimer les pandas alors qu'on n'en tire aucun revenu, aucun bénéfice et qu'on n'en verra même peut-être jamais dans la nature. Il y a la deuxième catégorie de valeurs, c'est les valeurs monétaires. C'est par exemple les bénéfices qui sont produits par les entreprises forestières du fait de la bonne santé, du bon fonctionnement des écosystèmes forestiers. Et la troisième catégorie, c'est les valeurs relationnelles. C'est en fait toutes les valeurs que l'on a par rapport à la relation que l'on entretient avec l'environnement. Et là, c'est vraiment large. C'est à la fois, par exemple, au niveau de notre identité. Par exemple, moi, je sens que mon identité est fortement liée aux écosystèmes qui sont ceux de la zone dans laquelle j'habite. Ou ça peut être aussi ce qui est lié à la pédagogie, quand par exemple, on emmène des enfants apprendre ce que c'est que la nature, expérimenter cela et accumuler des connaissances. Donc, ce champ des valeurs, il est très important et comme vous voyez, il est très large. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt des valeurs relationnelles qui sont comme un petit peu un complément à l'évaluation monétaire qui a été, on va dire, vraiment à l'origine de l'explosion de la recherche sur les services écosystémiques. La question de recherche que je me suis posée au début, c'est quelles peuvent être les valeurs attribuées à un territoire très faiblement utilisé, notamment, on va dire, en dehors des usages forestiers qu'on connaît bien et qui sont très répandus au Québec notamment. Et au-delà de cette première question, ma question, c'était de voir justement dans ces territoires qu'on voit souvent comme vides ou comme très peu peuplés, quasiment sauvages, finalement, est-ce que les acteurs qui peuvent quand même exister, est-ce qu'ils vont interagir entre eux pour protéger leurs usages du territoire et les valeurs qui en découlent? Pour cette deuxième question, je me suis appuyée sur le cadre conceptuel des interdépendances sociales de Cécile Barneau, voilà, qui est très connu. Alors, le terrain d'étude que j'ai choisi, c'est celui du bassin versant de la branche est de la rivière Coulonge, qui est un territoire qui se situe sur le territoire de la MRC Pontiac et qui a comme particularité d'être assez isolé. La carte est très lourde, je suis désolée, ça prend du temps à charger. D'être assez isolé. Il se situe vraiment à distance des zones habitées. Donc là, vous voyez, à l'est, il y a Maniwaki, mais c'est quand même loin. Il n'y a aucune route, enfin voilà, les seules routes qui traversent la zone qui est délimitée par le trait blanc, c'est uniquement des routes forestières. Ce qui est noté en petit triangle noir, peut-être que vous voyez, c'est les baux de villégiature et les camps de chasse, mais sur lesquels finalement
on n'était pas très sûr de savoir si jamais il y avait vraiment des usages ou si jamais c'était des baux anciens qui n'étaient plus utilisés. Malgré tout, ce bassin versant recoupe en partie le territoire d'une ZEC, donc on savait qu'il y avait au moins ces usages-là. La méthodologie qu'on a choisie a fait face à des défis de la recherche, on va dire que beaucoup ont rencontré en ces temps de Covid, donc voilà, faire de la recherche qualitative à distance en utilisant des nouveaux outils, mais également étudier des territoires qui sont très faiblement utilisés et quelque part dépasser les premiers discours d'acteurs qu'on pouvait avoir qui nous soutenaient qu'en réalité, là-bas, il n'y avait rien. Voilà. Au niveau de la collecte et de l'analyse, on a mené des entretiens semi-directifs en utilisant de la cartographie participante et on a vraiment recherché à représenter la diversité des acteurs et des usages. Alors, nos résultats, contrairement au premier, on va dire, a priori qu'il pouvait y avoir sur le territoire, en fait, ils montrent qu'il y a une très grande multifonctionnalité sur ce territoire avec des usages qui sont très variés, que ce soit de la chasse, de la pêche, du plein air, du canot et de l'exploitation forestière. Et que finalement, il y a une forme de cohabitation et de coordination qui vraiment se met en place entre tous ces acteurs. Donc finalement, il y a un bouquet de services écosystémiques, donc à la fois la biodiversité, la production de produits forestiers ligneux, le récréotourisme, mais aussi l'héritage et l'identité, qui à la fois sont fournis et produits par les acteurs du territoire. Et justement, alors là, il y a vraiment quelque chose qui est très important, c'est que le rôle de l'industrie forestière, il va ici être double, parce qu'il va à la fois permettre une accessibilité et qui est vraiment cruciale pour les différents usages qui existent, car tous les accès se font à travers ces routes forestières, mais il va également apporter son lot de paradoxes. Donc, dans les discussions et les pistes qu'on peut identifier, tout d'abord, il y a ce mythe des territoires vides. Et finalement, au début, on nous disait, non, mais sur ce territoire, il n'y a pas d'entreprise de récréotourisme, il n'y a pas de hameau, vraiment. Donc, c'est vide. En réalité, à partir du moment où il y a une route qui est accessible et qui est entretenue, la plupart du temps, il va y avoir des usages. Par contre, en dehors de ces routes, effectivement, on se retrouve sur des espaces qui sont très faiblement, on va dire, utilisés ou pratiqués vraiment par les usagers. Et ensuite, alors je reviens à cette question du rôle de l'exploitation forestière. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'industrie forestière fournit des services écosystémiques, à la fois par les aménagements forestiers qu'elle produit. Et justement, là-dessus, on a beaucoup d'acteurs qui nous ont souligné le rôle des coupes anciennes, qui ont façonné des écosystèmes ouverts qui sont très intéressants, par exemple, pour la chasse. Donc là aussi, c'était quelque chose de vraiment intéressant pour recadrer justement le rôle des entreprises forestières et également pour l'accessibilité. Le mot-clé, il me semble, qui vraiment apparaît de cette recherche, c'est vraiment celui de la multifonctionnalité, à la fois sur les territoires et à la fois sur les routes. Et là aussi, c'est quelque chose qui a été vraiment souligné par tous les acteurs, c'est que c'est des territoires dans lesquels il peut y avoir des usages qui sont très différents et dans lesquels ces usages vont venir se compléter et apporter chacun, apporter ou en tout cas ne pas enlever quelque chose aux autres acteurs. Et ça apparaît vraiment largement comme une clé pour le bien-être. Ce que ça signifie comme piste de recherche, c'est aussi l'importance de la coproduction des services écosystémiques entre humains et environnement. C'est-à-dire que
finalement, les êtres humains, par leurs actions d'aménagement, de coupe forestière et de création de routes, vont vraiment façonner les services écosystémiques qui existent, mais également qui sont accessibles sur un territoire. Et là-dessus, on rejoint vraiment le cadre conceptuel des contributions de la nature aux populations, qui justement dépasse un peu la vision de services écosystémiques qui soient uniquement produits par le milieu biophysique et consommés, on va dire, uniquement par les humains. Voilà, donc j'ai essayé de trouver le bon équilibre entre la brièveté et la clarté. Je serais vraiment contente d'en discuter avec vous pour les questions ou si jamais vous préférez par courriel. Alors, je vais arrêter le... Voilà, merci beaucoup. Merci, Irène. Alors, je laisse la parole aux participants. Si vous avez des questions pour une des trois présentateurs, vous pouvez soit lever la main ou écrire dans le chat ou Pauline, je sais que tu t'es démutée, fait que peut-être si tu as une question, tu peux commencer. Parfait, merci. Oui, j'avais une question pour Irène. Donc, moi, je suis professionnelle de recherche à la clé, donc à la chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone. En fait, j'ai plusieurs petites questions, mais la première générale, c'est peux-tu nous en dire un peu plus sur les personnes que tu as rencontrées, sans nous donner des noms, mais le type d'usage, le type d'utilisateur que tu as pu rencontrer pour cette étude-là? En fait, ça a été un vrai défi parce qu'au niveau des institutions, on nous disait souvent qu'il n'y avait aucun usage sur ce territoire. Donc, il a fallu en quelque sorte dépasser un petit peu les limites des institutions, trouver d'autres façons d'accéder à des usagers. Et finalement, ce qu'on a trouvé, c'était des citoyens, enfin voilà, on va dire des habitants de la zone, qui ont soit des baux de villégiature, soit des camps de chasse. Et après, c'était beaucoup les associations de VTT et de motoneige qui, en fait, jouent un rôle vraiment important dans ces territoires. Et alors, il y avait évidemment aussi la question des usages autochtones, mais qu'on n'a pas pu creuser parce que la communauté, on va dire, qui se situe à proximité et dont on pourrait imaginer qu'ils ont des usages sur le territoire, était beaucoup trop occupée pour donner suite à nos questions, ce que je comprends. Mais effectivement, il y a aussi ces usages-là qu'il faut bien sûr toujours prendre en compte et voilà, Peut-être ne juste pas oublier. une sous-question, merci beaucoup. J'ai peut-être pas saisi ça, mais par rapport au territoire public, est-ce que c'est un territoire qui fait partie de l'aménagement, des plans d'aménagement? Ma question est, est-ce que c'est pas déjà couvert par la table de gestion intégrée des ressources? Si, bien sûr. Alors, il y a une table GIRT qui existe, mais finalement, quand on regarde, les tables GIRT, même si jamais elles ont vocation à couvrir 100% du territoire, les personnes qui participent à la table GIRT ne sont pas forcément des personnes qui connaissent tout le territoire ou qui utilisent eux-mêmes tout le territoire. Donc, effectivement, au niveau des entreprises forestières, on a pu parler aux entreprises forestières qui se situent dans ce territoire. Mais trouver des gens qui qui avaient des liens avec ce bassin versant précis, voilà, c'était un autre défi. Et notamment parce qu'il y avait un projet d'extension d'aires protégées dans cette zone-là. Et donc, il fallait identifier les acteurs potentiels ou les parties prenantes qu'il pourrait y avoir. Merci beaucoup. On se recontactera. Alors, we have a question in the chat for John, and then on a Clément qui peut y aller par la suite. Alors, Nelson, je ne sais pas si tu veux poser ta question à l'oral ou... Yes, thanks. I just wanted to ask John if foresters wanted to implement this new knowledge, should they just rethink the overall planting patterns, or they could just start adding species within the rows, and then these complementarity effects and diversity effects would come into play? Thanks. Well, that's a very good question, actually. But well, as I see, there is like two different. I mean, it is known that if we mix species with contrasting strategies, they, as their strategies will sow or
represent different niches, they should compete less. But anyway, as soon as you add more density, even in more diverse communities, the competition will increase. That's so. My point is depending on what exactly. What I think is that they should replace some of the original species by adding some new species, increasing diversity, but not adding more density, because the competition will increase independently if you are in more diverse communities. Perfect. So, Clément, tu avais levé la main? Oui, si ça ne dérange pas, j'ai une autre petite question pour Irène. C'était super intéressant là, comme présentation, je te remercie. La question que je me posais, moi, je travaille un petit peu sur les chemins forestiers, puis je suis toujours un petit peu à me poser la question, je ne sais pas si tu as vu le documentaire L'Enquête qu'il y avait eu il n'y a pas très longtemps là, sur, je crois que c'était STV, qui parlait entre autres des chemins forestiers, puis qui montrait des gens qui ont une cantine près d'un chemin, puis eux-mêmes, ils se sentaient un peu affolés par la quantité de chemins forestiers qui a été créé autour de leur cantine, même si ça leur apporte plus de clients. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des fois, dans les entretiens que tu as eus, un paradoxe un petit peu entre des gens qui sont très contents de ces chemins forestiers pour l'accessibilité qu'ils donnent, mais qui n'aimeraient pas qu'il y en ait trop non plus, et que la zone garde un petit côté sauvage, peut-être? Alors, je pense que ça, c'est vraiment, on va dire, très spécifique au territoire. Le territoire sur lequel, enfin de mon cas d'étude, c'est une zone dans laquelle il y a eu beaucoup de coupes, on va dire il y a plus de 40 ans, et ensuite des coupes maintenant. Et finalement, c'est un territoire qui est assez accidenté, donc on ne peut pas non plus faire énormément de chemins. Il y a, comment dire, à cause du relief, on peut faire des chemins que dans des zones vraiment spécifiques. Et finalement, il n'y avait pas d'enjeu sur la multiplication des chemins. L'enjeu, c'était sur le partage des chemins existants. Et donc, peut-être que ça aussi, Clément, c'est quelque chose dont tu as entendu parler, mais donc, avec la table GIRT, il est censé y avoir un calendrier d'usage des chemins, mais qui n'est pas toujours respecté, et sur lequel il n'y a pas de, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'amendes qui peuvent être mises aux entreprises forestières qui ne respectent pas. Et également, derrière ça, c'est l'enjeu de la gouvernance. Et finalement, des acteurs qui disent, mais justement là sur ce bout de territoire, ils disent, mais c'est un territoire, comme on est 4 usagers, j'accentue un peu le trait, mais comme on n'est que 4 usagers, nous, personne ne va s'occuper de nous par rapport à des zones qui sont bien plus utilisées, où il y a des revenus en récréotourisme qui sont très importants. Là, c'est des gens qui ont des activités qui finalement ont une valeur très forte pour eux, personnellement, peut-être pour la communauté au niveau de l'identité, mais en termes de revenus, de chiffres, c'est très difficile à élaborer. Donc voilà, c'était plutôt les calendriers, les conditions de partage, et après comment faire valoir un intérêt sur un territoire qui est faiblement utilisé. Merci beaucoup. So we have a question for Nuria from Kevin Solaric. It's in the chat, or I don't know if Kevin, you want to say it out loud as well? Sure. Can you hear me okay? Great. Thanks, Nuria, and everybody else for the talk. Very interesting. Nuria, hope you're well. My question is, do you foresee the options for implementing the functional complexity network into forest management strategies within a boreal being much more limited in terms of the options that could be used, given it's much less diverse than those potentially being implemented in either the temperate or mixed wood forests? How would you foresee those being overcome in the context of let's think about policy and regulation limitations? Yeah, exactly. So, it's a loaded question. Yeah, I'll try to answer in two aspects of that question. So we haven't been working on the boreal yet. So we have two
study cases in the temperate Quebec, Quebec no, but southern Canada, in this area in Ontario, and Bois-Franc region in Quebec. It's between Drummondville and Victoriaville. So we have not been really exploring how to implement that in the boreal, because it's not only a matter of regulation or policy regulations, as you meant, but it's also a matter of how the researchers and forest owners could be willing or will be willing in introducing some new species in their forest stands. So this is where assisted migration comes into play. And there's a huge debate around that. So one of the things we've been exploring with this functional complex network is, and as John also talked about, it's how we can functionally enrich our forest stands. So which species could, which are the species and structures that will contribute the most to the enrichment or the functional enrichment of these communities. And of course, we have been working with a larger pool of species of the ones currently present in the landscape. So, and when you start bringing some species of, in the case of certain locations, it's not only a matter of policy regulations, but also a matter of, let's say, willing, how can I say that? Willing to include new species to your areas. That being said, we are working in a collaborative project with some people from Belgium, and they have, so it's also temperate, but they have really simple, as you said, not simple, but more limited a more limited pool of species because their landscapes are more homogeneous there. So, and there are more regulations on forest operations there. So we are trying to address this type of issues, not in a boreal area, but in a temperate boreal area in Europe. So we are working on that, but not in Canada, but in Central North Europe. So maybe I have news in a few months from now. Thanks, Nuria. Are there any more questions for one of our three presenters? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour John, Nuria ou Irène? We have a couple seconds in case someone's typing a question. OK. Dans tous les cas, je vous invite à continuer ces discussions dans Gather, si vous voulez. Ah, Annick, est-ce que tu as une question ou tu fais signe de au revoir? Maybe just a clapping hands. Okay. Okay. Yeah, so if anyone does want to continue this discussion with one of our three presenters, you can do so in Gather. And otherwise, the CEF colloque comes back tomorrow morning at 8:30 for the new presentations. Alors, la conférence retourne demain matin à 8h30. Et c'est tout ce qu'on a pour cette session pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie et je remercie notre présentateur et je vous souhaite une bonne journée. So, thank you to our three presenters and see everyone soon. Merci, au revoir. Thank you very much.